Arsenal a remporté la Première Ligue et a atteint la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Apparemment, tout est parfait pour que la saison 26-27 suive la même voie. Mais Mikel Arteta pense autrement. Les marges sont très minces et si nous voulons nous améliorer lorsque le niveau augmentera, nous devons augmenter la concurrence interne. Il suffit de regarder le marché des transferts et ce que font nos adversaires. Nous sommes très actifs, nous essayons d'améliorer et de faire évoluer l'équipe, c'est évident. Ce sont les mots de l'entraîneur lui-même qui promet d'être encore plus intense la saison prochaine. 3 lacunes si évidentes dans l'effectif d'Arsenal. Pour y remédier, ils promettent de dépenser lors de ce mercato pour rester au sommet en Angleterre. Vini Junior et Bruno Guimaraes sont parmi les principales cibles. Jusqu'où l'équipe d'Arteta peut-elle aller avec ses recrues? La discussion débute ici en observant le 11 probable d'Arsenal pour la saison prochaine. Certaines lacunes sont déjà évidentes. Le gardien Raya a été le meilleur en Première Ligue la saison dernière, voire le meilleur du monde. En plus, dans une équipe très solide en défense, Raya a lutté pour être le meilleur joueur de la saison en Première Ligue, mais il a finalement perdu face à Bruno Fernandes dans la dernière ligne droite. Quand on regarde la ligne défensive, le schéma est pratiquement composé de 4 défenseurs centraux. Timber devrait revenir de blessure en ce début de saison. Même s'il ne devrait pas avoir tout le temps de jeu nécessaire, il sera probablement le titulaire choisi par Arteta pour la suite de l'année. Saliba, comme vous vous en souvenez sûrement, est sorti blessé contre l'Espagne à la Coupe du Monde, souffrant de fortes douleurs au dos. Et il devrait suivre un traitement conservateur, donc il sera absent pendant au moins la moitié de la saison. Et c'est ici que se trouve la première lacune d'Arsenal. La saison dernière, Saliba s'est distingué comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, avec une bonne capacité à avancer balle au pied, mais surtout à défendre la profondeur. Une équipe qui va avoir plus de possession que ses adversaires dans la plupart des matchs de la saison doit avoir des défenseurs centraux qui savent non seulement protéger la surface et effectuer de nombreux dégagements, mais aussi qui possèdent une bonne vitesse pour éviter les contre-attaques et une bonne capacité de relance. Si l'équipe va avoir le ballon, aucun joueur ne peut être exclu de cette phase, et l'absence de Saliba sera une perte énorme. Pour compenser l'absence du Français, on évoque le recrutement de l'anglais Konsa, auteur d'une excellente Coupe du Monde. Notamment pour les courses de repli, défendre en vitesse et dans les grands espaces. Il a même pris part à cette action polémique, empêchant une occasion nette du Ghana sans que l'arbitre accorde de pénalty. Aux côtés de Saliba, Gabriel Magalhães et Hincapié, qui signent maintenant un contrat définitif avec Arsenal et sont effectivement des joueurs recrutés et non plus en prêt. Mais les principales lacunes de l'effectif concernent surtout le milieu et l'attaque. Voici le milieu de terrain qu'Arteta avait imaginé pour la saison dernière. Zubimendi comme premier milieu défensif, Rice comme second et Odegaard comme troisième homme du milieu, avec plus de présence dans le dernier tiers et construisant la majorité des occasions des Gunners. Le problème, c'est qu'une équipe qui prévoit de tenter de remporter tous les titres au cours de la saison va jouer plus de 70 matchs dans l'année et certains joueurs ne vont pas forcément tenir le coup. C'est exactement ce qui s'est passé avec Zubimendi, le milieu espagnol de 27 ans qui est arrivé comme renfort à Arsenal la saison dernière et qui a participé à 38 matchs de Premier League, dont 34 en tant que titulaire. Si on regarde toute la saison, il a joué 57 matchs, dont 48 comme titulaire et évidemment, à un moment donné, ça allait finir par peser. Autre Zubimendi, très sollicité comme Rice cette saison, Arteta a choisi de changer pour la dernière ligne droite. Il a remplacé l'Espagnol par le jeune Anglais Lewis Kelly. Il a même été titulaire en finale de la Ligue des Champions. Il est clair que pour viser tous les titres, il faut un effectif riche. Et Arteta ne compte sans doute pas faire jouer un joueur aussi jeune et inexpérimenté la saison prochaine. Les abonnés à la chaîne ont sans doute déjà vu ces vidéos et connaissent le potentiel de Manchester United, Liverpool et Manchester City pour la saison 26-27. Arsenal ne pouvait pas rester à la traîne. Clique ci-dessous et abonne-toi pour ne rien manquer. Rice, plus avancé, est le deuxième milieu. Il sait aussi bien jouer comme premier milieu défensif que s'avancer davantage sur le terrain pour participer à l'attaque. Un rôle très similaire à celui qu'il a joué avec l'Angleterre lors de la dernière Coupe du Monde où il s'est très bien débrouillé. Et Odegaard, évidemment, comme je l'ai déjà dit, est le joueur qui a créé le plus d'occasions pour cet Arsenal. Premier, deuxième et troisième homme. Odegaard a une doublure évidente. Eze a été recruté la saison dernière et il a un potentiel intéressant pour devenir titulaire cette saison. Mais Rice et Zubimendi manquent d'un joueur un peu plus expérimenté. C'est là que Bruno Guimaraes entre en jeu, opta à publier cet article. Article intéressant, je souhaite souligner l'importance de l'apport de Bruno Guimaraes à cette équipe des Gunners. Le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2028 et si Arsenal veut s'assurer ses services, il devra payer un prix très élevé pour cela.
L'un des aspects les plus sous-estimés de tout recrutement est la disponibilité. Peu de joueurs de Premier League égale Guimarães à ce niveau. Depuis ses débuts avec Newcastle en février 2022, il a disputé 195 matchs, plus que n'importe quel autre joueur du club. Depuis janvier 2022, Guimarães n'a manqué que 16 matchs de championnat. Donc, si Arsenal a l'audacieux objectif de concourir à nouveau pour le titre de Premier League et qui sait pour la grande coupe de la Ligue des Champions, il aura besoin d'un joueur toujours disponible. C'est là que Zubimendi a déçu la saison dernière. Voici l'article complet avec des données intéressantes. Les chiffres de Newcastle de février jusqu'à maintenant avec et sans Bruno Guimarães. Avec lui, le taux de réussite est de 52,3%. Sans lui, le taux de réussite est de 12,5%. 16 matchs sans le Brésilien, seulement 2 victoires. Cet article de The Athletic présente aussi d'autres données sur la capacité de construction de Bruno Guimarães, montrant qu'il peut être la solution à plus d'un problème d'Arsenal. Si Zubimendi n'a pas été à la hauteur, ou du moins pas avec la longévité attendue, on imagine encore qu'avec une Coupe du Monde très chargée, en jouant le plus grand nombre de matchs possible, comme ce fut le cas de l'Angleterre, qui a joué le même nombre de matchs que l'Espagne championne, il est possible que Rice finisse par manquer quelques matchs cette saison à cause d'une surcharge. Donc avoir Bruno Guimarães qui peut jouer comme premier, deuxième ou même troisième homme au milieu de terrain sera fondamental. On évoquait 60 millions de livres, mais je pense qu'il vaut plus et qu'Arsenal dépensera sans hésiter pour recruter le Brésilien. Ce passage est très intéressant. Aucun joueur de l'équipe de Howe, désormais ancien entraîneur de Newcastle, n'a réalisé plus de passes qui cassent les lignes toutes les 90 minutes en Premier League la saison dernière. Le reste du top 5 était constitué de défenseurs, qui bénéficient généralement de plus d'espace pour passer. En comparaison, Tonali, qui a fini par être transféré à Tottenham cette saison et qui a été l'un des grands noms remarqués pendant la saison, aussi bien par Tottenham que par Manchester City et Arsenal, s'est classé 10e de l'effectif avec 10,9 passes de ce type toutes les 90 minutes. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce paragraphe. Le courage de Guimarães dans les petits espaces se voit ci-dessous. Avec 12 passes sous forte pression toutes les 90 minutes, il se place parmi les plus en vue parmi ses pairs lors de la dernière saison européenne. Ici, nous avons le graphique pour les saisons 23-24, 24-25 et 25-26. Chaque petit cercle représente un joueur des 5 grands championnats européens. Regardez, ce cercle jaune en évidence, c'est Bruno Guimarães. Cette saison-là, il était ici parmi les joueurs qui ont effectué le plus de passes dans des situations de forte pression. En 20-85, il a un peu baissé. Justement une saison où il a commencé à jouer un peu plus en retrait, davantage comme sentinelle. En 25-26, c'est sa meilleure saison dans ce domaine. Il a réussi 12 passes dans des situations de forte pression. J'étais même curieux de savoir qui sont ces autres joueurs devant lui. Les passes sous forte pression concernent précisément ce type de situation. Dans cette situation, Bruno Guimarães, ce numéro 39, est entouré par 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Manchester City et malgré cela, il parvient à bien conclure l'action. Voyons comment tout cela s'est passé. En revenant en arrière, Manchester City repousse le ballon qui revient à Bruno. Ensuite, il le contrôle et le ramène dans la zone de pression. C'est peut-être la situation la plus risquée pour un milieu, l'une des pires. Pourtant, il s'en sort très bien, même sous forte pression et entouré. Il protège bien le ballon avec son corps et tente un 1-2 en passant vers l'avant. Ce n'est donc pas un joueur porté sur les longues courses ou les grandes conduites de balles. Mais c'est le joueur qui, même sous pression, parvient à trouver une alternative. La passe arrive plus loin devant et maintenant, sans le ballon, il se démarque à nouveau. Maintenant, dans une position plus avancée sur le terrain, il se retrouve à nouveau dans une situation de pression, entouré par 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de Manchester City. Il parvient à conduire le ballon sur de courtes distances. Ce n'est pas un joueur de longue conduite, mais il excelle dans des espaces restreints. Il réussit malgré la pression à faire la passe, permettant à Newcastle d'ouvrir le score face à Manchester City, l'un des principaux rivaux d'Arsenal ces dernières années. Opta, l'une des principales sources de données du football mondial, propose aussi ce passage intéressant, une analyse de sa tarte de touche de balle entre 2025-2026 et 2024-2025. Cela révèle un joueur qui a fait évoluer son rôle. Guimarães a été sollicité pour avancer davantage sur le terrain. Il intervient davantage dans les zones dangereuses, surtout sur le côté droit. Cela renforce l'idée qu'il pourrait jouer comme l'un des milieux de terrain d'Arsenal dans le schéma en 4-3. Regarde, ceci est une comparaison des 2 saisons de Bruno Guimarães. Plus la zone du terrain est violette, plus il a réalisé d'actions dans cette région du terrain. Auparavant, il agissait davantage en défense, avec plusieurs zones claires, dont certaines en variation négative.
On commence déjà à voir quelques points violets ici dans cette zone du terrain, surtout en imaginant un 4-3. Lui jouant plutôt comme milieu droit. Et c'est justement dans ce contexte que j'aime penser que Bruno Guimaraes pourrait probablement être le joueur pour occuper ce poste de Zubimendi, ce poste de Rice. Ou très probablement aussi à ce poste de Degarde pour certaines situations importantes de la saison. Dans certaines situations où Arsenal aura besoin de trois milieux plus créateurs, Bruno peut être exactement ce joueur. Mais convenons-en, le plus naturel serait que cela se produise, que Zubimendi sorte. C'est le joueur le moins expérimenté et avec le moins de bagages. Bruno pourrait jouer plus haut et Rice devenir le premier milieu défensif, rôle qu'il peut parfaitement tenir. Les deux peuvent facilement échanger leur position. Bruno a déjà joué premier, second et est maintenant le troisième homme du milieu de terrain. C'est sans doute le milieu le plus complet de la Première Ligue et le joueur idéal pour ce modèle d'Arsenal. Sur le terrain, on a ce dernier tiers avec trois joueurs. Gyökeres, sans doute l'un des recrutements les plus marquants du dernier mercato d'Arsenal, ne s'est pas encore imposé. En finale de Ligue des Champions, il a été écarté au profit de Havertz. Arteta devrait beaucoup miser sur lui cette saison. À droite, Saka, déjà idole récente du club, sera sans doute titulaire. À gauche, l'incertitude demeure. Trossard, souvent titulaire la saison dernière, a été transféré à Beşiktaş. Zols, le grec venant du championnat belge, a pris sa place pour 40 millions d'euros et quand on voit les ambitions d'Arteta cette saison, il ne me semble pas que Zoles et Martinelli seront les joueurs qui vont se battre pour ce poste. Et toutes les informations laissent entendre que Arsenal cherche effectivement à recruter Vini Junior pour ce côté gauche. En réalité, Vini arrive à la dernière saison de son contrat avec le Real Madrid et il est représenté par Rock Nation, l'agence de Jay-Z. Il demande une révision de contrat. En gros, ce qui s'est passé au Real Madrid, c'est ce qu'il y a de plus normal. C'est que le joueur partage 50% de ses droits à l'image avec le club. Florentino Pérez comprend cela, en raison de la vitrine que le Real Madrid offre à ce joueur. Et qu'il va probablement obtenir beaucoup de nouveaux sponsors, donc la moitié de tous les droits à l'image de Vini Junior va au club. C'était une règle gravée dans la pierre au sein du club espagnol, mais depuis l'arrivée de Mbappé, il y a une exception. Le contrat du Français avec les Espagnols prévoit que 80% des droits à l'image reviennent au joueur lui-même et seulement 20% vont au Real Madrid. Autrement dit, Vini veut se placer au même niveau que Mbappé, pas par rivalité, mais par souci de justice contractuelle. Justement au moment de la prolongation, il semble que le Real Madrid ne veuille pas céder, et Vini non plus de son côté. Et en coulisses, on dit même que le Brésilien a appelé certains joueurs, des coéquipiers de la sélection, pour savoir comment est la vie à Londres. Vini est exactement ce dont Arsenal a besoin actuellement. The Athletic a aussi partagé des chiffres intéressants sur Vini au Real Madrid, je voulais vous en parler ici. Voici quelques données générales, mais c'est surtout cela qui m'intéresse. L'une des premières possibilités, c'est que Vini viendrait pour renforcer l'équipe anglaise contre des équipes qui jouent d'égal à égal. Et ici, on peut imaginer par exemple Arsenal contre Manchester City. Avec Arsenal, la capacité de transition et de contre-attaque de Vinicius Junior dissuadera les adversaires d'attaquer car il peut punir instantanément. La Première Ligue, ces dernières saisons, le championnat est devenu plus physique car certains joueurs excellent dans les courses derrière la défense. Manchester City s'est illustré avec Haaland, auteur de nombreux buts ainsi, tout comme Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Il a également laissé sa marque avec un but de Havertz dans cette même situation. Et Vini possède cette caractéristique très précise, ayant même marqué ce but ici contre Benfica, exactement dans ce même scénario, en grand espace. En attaquant avec de l'espace pour exploser dans le dos de la défense, mais pas seulement. Vini est un joueur extrêmement polyvalent, avec des centres dangereux, des corners et des fautes subies, ou des percées vers l'intérieur pour frapper avec son pied droit, le plus habile. Il y a une imprévisibilité dans ses actions qui doit être célébrée. Les chiffres confirment cette observation attentive, avec Vinicius Junior démontrant une propension similaire à diriger ses tirs vers le premier poteau, choisi dans 20% des cas, et vers le second poteau dans 24%. Lorsqu'il se positionne dans sa zone préférée, sur le côté gauche, autrement dit, Vini c'est le gars qui sait prendre la profondeur derrière la défense. Mais pas seulement, c'est aussi quelqu'un qui apporte beaucoup de qualité dans le dribble dans des situations de contre-attaque. Des situations où Arsenal affronte souvent au cours de la saison, en Première Ligue, lors de matchs contre des équipes du bas de tableau. Il est normal de voir Arsenal jouer contre des défenses à 5, des équipes très bien compactées et très fermées. Et si auparavant cela se limitait seulement à Saka, à être ce joueur pour gagner en contre. Avec l'arrivée de Vini à l'Emirates, ce serait un sacré renfort. Ce passage de l'article ici, avec ce graphique, est très intéressant. Il montre par où Arsenal crée le plus ses occasions lors de la dernière saison 25-26.
42% des occasions ont été créées du côté droit, justement le côté de Saka. Seulement 32%, soit 10 points de moins, du côté gauche, probablement à cause d'un déséquilibre qualitatif. Alors qu'à droite, tu as Saka, à gauche, c'était Trossard ou Martinelli. Et la logique veut que Vini arrive pour aider à équilibrer cette équation et rendre Arsenal aussi fort pour attaquer d'un côté que de l'autre. Cette action ici, pour moi, est très intéressante. Elle montre exactement ce qu'on peut attendre d'Arsenal la saison prochaine. Jette un œil. Le Brésil, ici à la Coupe du Monde, va construire sur le côté droit. Et je veux attirer ton attention sur ce gars-là. Le numéro 8 du Brésil, Bruno Guimarães, et ici dans la surface, le numéro 7, Vinícius Júnior, qui la saison prochaine seront peut-être coéquipiers. Au fur et à mesure que le Brésil attaque, Bruno Guimarães se démarque dans l'angle mort de la défense. La défense doit reculer et Bruno continue de se démarquer. Dans la situation opposée, il reçoit cette passe et cherche à faire un 1-2. Il sait qu'il a attiré le défenseur et Ryan va s'infiltrer dans le dos de la défense. Ce n'est pas du premier coup que l'action fonctionne, d'accord? Le ballon arrive très bien à Ryan, mais il finit par perdre ce ballon. Encore une fois, regarde l'intensité du Bruno Guimarães pour presser, et il va récupérer ce ballon justement dans cette zone du terrain, la zone où il s'est le plus perfectionné la saison dernière, générer des situations dangereuses. Ici, il va se préparer et centrer au second poteau pour que Vini marque, déjà sans gardien. Mais le but qui attire le plus l'attention, c'est celui contre le Maroc. Le Brésil lance une transition et regarde Bruno Guimarães qui retient sa course pendant que toute la défense du Maroc recule. Il va recevoir cette passe en retrait. Tu verras tous les joueurs du Maroc dans cette zone venir presser le ballon, ce qui confirme que Bruno Guimarães s'en sort très bien dans ce cas. Pendant qu'il est dans des situations de forte pression, tout le monde regarde le ballon et tout le monde oublie Vini Junior dans le dos de la défense. Là où Bruno Guimarães va trouver la passe. Vini va recevoir, va crocheter et c'est la zone où il aime le plus finir. Dans l'article de The Athletic, on montre comment il répartit très bien ses frappes, soit au premier poteau, soit au second. Dans cette situation, il arme bien sa frappe et surprend le gardien avec une finition de l'autre côté pour marquer le but de l'égalisation de la sélection. Autrement dit, avec l'arrivée des deux Brésiliens, celle-ci aurait tout pour être l'équipe titulaire d'Arsenal la saison prochaine. Raya, Timber, Saliba, Magalhães et Hincapié en défense. Rice, Bruno Guimarães et Odegaard montrent qu'ici, presque tout joueur peut occuper n'importe quel poste. Et il y aurait encore Eze sur le banc. Vini Júnior, Gyökeres et Saka, une équipe de tout premier plan qui montre à quel point les marges sont très réduites en Première Ligue. Bien qu'Arsenal ait été champion la saison dernière et finaliste de la Ligue des Champions, le club veut encore se renforcer pour rester au sommet. Si tu aimes la Première Ligue, je t'invite à regarder ceci. Cette vidéo. Et si tu veux aussi suivre d'autres histoires et des analyses intéressantes, enchaîne cette playlist sur les équipes prometteuses du football européen, elles cartonnent. On s'y retrouve.